ça reste quand même, quelque chose de crucial dans ma vie. Et finalement, quand j'évoque le temps et de me dire que ça fait presque 50 ans, j'ai vraiment du mal à y croire tellement tout ça est très très présent à mon esprit et très vivant. Ça reste quand même quelque chose d'assez inimaginable pour moi. Parce que quand je l'évoque, comme en plus il y a les films, ça m'est arrivé de voir des morceaux de films comme ça à la télévision, et notamment L'Homme de Rio quand c'est repassé, ça devient assez irréel, oui, tellement c'est vivant, tellement. Puis la voix de quelqu'un, c'est quelque chose. Moi, j'ai la chance de pouvoir entendre sa voix et la reconnaître. Quand on perd quelqu'un, c'est vrai que malheureusement, c'est la chose qui s'estompe et on a du mal à continuer à sentir, à entendre la voix de quelqu'un. Et c'est vraiment quelque chose qui manque beaucoup, ça, quand quelqu'un a disparu. Elle est littéraire pour moi. C'est un personnage de roman. C'est un personnage totalement issu d'un roman de Fitzgerald. Elle est fitzgeraldienne. Elle est tendre et elle est nocturne. Elle a déjà et l'allure, et la mentalité, et la personnalité d'une femme des années 70. C'est ce qu'on appelle véritablement une silhouette d'avant-garde, un ovni pop. Françoise d'Orléac est née le 21 mars 1942. La famille d'Orléac avait 4 filles. Françoise était la seconde, Catherine la troisième. 18 mois les séparaient. Fille de Maurice d'Orléac, comédien qui joua en 40 ans 200 pièces, 12 films, et de Renée Simoneau, comédienne elle aussi qui fut pensionnaire à l'Odéon, Françoise ne tarda pas à épouser leur vocation. D'abord, elle voulait être religieuse, et puis 2-3 ans après, elle a décidé qu'elle voulait faire du théâtre. Et puis elle faisait de la danse aussi, elle adorait la danse. Mais enfin, elle ne se destinait pas vraiment à être danseuse, ça, elle n'y a pas vraiment pensé. Je pense que le fait d'avoir été si jeune comme ça, proche évidemment de l'activité de mon père qui était évidemment très prenante. Le doublage, c'est vraiment c'était quelque chose de très important dans sa vie. On l'a déjà accompagné, on allait le voir. Pour nous, c'était au studio de la Paramount, c'était très loin, en dehors de Paris. Donc il y avait quelque chose, vous voyez, c'était par rapport à notre univers quotidien de l'école et tout ça. Donc c'est vrai qu'elle a vraiment beaucoup plus baigné dedans. Mais je crois vraiment que le théâtre, c'était quand même très vite, c'est quand même sa vocation, oui. Françoise, je l'ai connue quand j'étais au théâtre. Je jouais une pièce qui avait eu beaucoup de succès, qui s'appelait L'année du bac. Ça, alors là, des années 60 ans. Et puis je suis rentré au conservatoire. Et Françoise, la deuxième année, ma deuxième année, elle est rentrée au conservatoire. Bon, plus grand charme, plus pétillante, plus vive, plus drôle. Je ne connais pas. Et avec un charme fou, et qui avait le chic au conservatoire. Elle était dans la classe de Ledoux, moi j'étais dans la classe de Yonel, donc un tragédien. Je m'efforçais de prendre la voix grave pour ne pas être tragédien, et elle arrivait toujours en retard. Mais elle arrivait toujours en retard, et je ne sais pas pourquoi, elle ne le faisait pas exprès, mais elle arrivait en retard. Et toujours, elle nous fracassait la porte. Oh, elle criait, oh pardon, je suis encore en retard, je suis désolé. Et toute la classe se tournait vers elle. Et c'était l'ingénu, l'innocence et l'ingénu joué aussi, qui était formidable. Élève au conservatoire, interprétant Gigi au théâtre, elle joue une sauvageonne dans Les Loups dans la bergerie. Suivent Ce soir ou jamais de Michel Deville. Les portes claquent, premier film avec sa sœur Catherine. La production avait parlé comme ça devant elle et il savait elle a su qu'il cherchait une jeune fille pour jouer le rôle de sa sœur dans le film. C'est comme ça qu'elle m'en a parlé et que j'ai fait des essais et que j'ai été sa sœur dans Les portes claquent, oui. En tous les cas, j'ai commencé grâce à elle, c'est certain, parce que moi, j'avais pas tellement envie d'être actrice. C'était pas du tout une chose qui m'attirait. J'y avais pas pensé particulièrement, donc c'était vraiment le hasard. Donc d'une certaine façon, oui, parce que même après, j'étais pas sûre de vouloir continuer à être actrice. Si j'avais pas rencontré Jacques Demy, je ne pense pas que je serais peut-être devenue actrice. Est-ce que vous aimez mieux faire du cinéma ou faire du théâtre? Oui, c'est-à-dire que maintenant que j'ai un vrai rôle au cinéma, enfin, je m'aperçois que c'est aussi passionnant que le théâtre. Mais ce que je trouve plus intéressant au théâtre, c'est qu'on a le public avec soi. C'est ça qui est extraordinaire. On l'a vraiment avec lui, il est là tout près. On peut lui parler vraiment à lui. Alors le public vous manque vraiment au cinéma? Oui, un peu. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du cinéma?
Moi, je ne sais pas, c'est-à-dire, mes parents sont comédiens, mon père est comédien, il s'appelle Maurice d'Orléac, et rien ne m'a amené spécialement, je crois que depuis que je suis toute petite, j'ai rêvé de faire du cinéma et du théâtre, j'ai rêvé d'être comédienne toujours. Françoise apparaît dans La fille aux yeux d'or de Jean-Gabriel Albicocco, qui représenta la France au Festival de Venise en 1961. Elle s'amuse dans Arsène Lupin contre Arsène Lupin. Malgré les films qui s'enchaînent, elle a l'impression de stagner dans des petits rôles. Et quand François Biédou lui écrit un rôle sur mesure, le film est un échec commercial. Cependant, la gamberge lui permet de montrer son côté fantasque. Elle dit « je ne veux pas être la troisième, je ne veux pas être la deuxième, je veux être la première ». Donc il y a une ambition extrême dès l'âge de 17-18 ans et elle se donne absolument tous les moyens pour y arriver. Elle dit des choses stupéfiantes. Elle dit je veux jouer les rôles de Greta Garbo, je veux jouer les rôles de Viviane Lee. Elle veut être Scarlett, elle veut être la reine Christine, la dame aux camélias. Donc il y a une sorte d'intellectualité chez cette très jeune fille et une espèce de passion mise au service de son itinéraire, qui va être fulgurant du reste. Elle va énormément tourner. Elle sortait beaucoup, elle vivait seule. Mes parents lui avaient demandé de partir parce que sinon elle serait restée chez mes parents à 20 ans passés, c'était incroyable. Donc elle s'était acheté un appartement en face de chez mes parents. Ça, ma mère pouvait aller le matin la voir au milieu de toutes ses peluches parce qu'elle avait une collection de peluches absolument inouïe. C'était... Enfin, bon, tout le monde connaît sa passion pour les animaux, hein. C'était une passion vraiment excessive, hein. On n'avait même pas le droit d'écraser un moustique devant elle, c'était quand même insensé. Moi, je dis que c'est de la faute de mon père, hein, quand même, sûrement. Elle adorait mon père, et mon père surtout l'adorait. Et le fait qu'elle ait eu autant de mal à partir de chez elle, enfin de l'appartement de mes parents, ça me paraît une chose incroyable quand même, à 20 ans passés. C'était surtout à l'époque. Il n'y avait pas les problèmes d'appartement qu'ont aujourd'hui les jeunes gens qui restent chez leurs parents pour des raisons matérielles. C'était vraiment... Non, elle voulait rester, elle voulait être rester la fille d'eux. Moi, je peux comprendre. Moi, c'est moi qui la protégeais beaucoup. J'avais l'impression d'avoir plus d'expérience qu'elle. Mais moi, c'est vrai que j'étais partie très jeune de chez moi, que j'ai eu un enfant très jeune. Donc ça m'a donné une maturité qu'elle n'avait pas du tout, parce que c'est quand même la personne la plus immature que j'ai connue. Pendant des mois, Philippe de Broca lutte pour l'imposer dans L'Homme de Rio. Avec ce film, la carrière de Françoise d'Orléac prend de l'ampleur. Être la partenaire de Jean-Paul Belmondo dans une comédie qui a très bien marché, je crois en plus, vraiment... Oui, bien sûr que ça fait une grande différence pour une jeune actrice. J'ai connu Françoise d'Orléac, évidemment, puisqu'elle tournait le film, mais je dois dire que j'avais une sympathie particulière pour elle, parce que c'était une femme à la fois très simple, pas du tout actrice. Les producteurs, Alexandre Mnouchkine et Georges Danzinger, ne voulaient pas d'elle, je pense. Je ne connais pas le secret absolu, mais je pense qu'ils n'avaient pas envie d'elle. Mnouchkine disait toujours « Ah, s'il y avait eu Giovanna Ralli !» Je ne sais pas pourquoi il était entiché, obsédé par cette actrice italienne. Peut-être c'était tout grossièrement une question de coproduction. Elle a eu, je dirais, la vie difficile pendant le tournage de L'Homme de Rio. Parce que elle était, disons, très fofolle. C'est-à-dire qu'elle passait sa vie à aller danser dans les boîtes de nuit à Rio. En plus, elle s'était entichée de mon assistant, j'étais premier assistant de mon second brésilien, qui était un gentil garçon. Et donc, tout ça n'arrangeait pas sa situation. Les producteurs prétendaient que ça influait sur son image à l'écran. Ce dont je me rappelle surtout avec elle, c'était c'est la scène où elle dansait dans la favela. Et là où elle crevait l'écran, et puis en plus c'était complètement, là oui, improvisé, spontané, c'est mise à danser, c'est une espèce d'emportement et de naturel extraordinaire et d'enthousiasme, et entraînant le petit Ubirassi et puis tous les gens de la favela autour d'elle.
je fais un malheur, moi. Elle était vraiment elle-même. On n'avait jamais l'impression qu'elle utilisait une technique. On avait toujours l'impression qu'elle arrivait et puis que ça se passait comme ça. Qu'elle était, oui, complètement spontanée et avec une légèreté. D'ailleurs, je trouve que ça m'a frappé la dernière fois que j'ai vu le film, c'est cette espèce de, oui, de fraîcheur, de légèreté formidable. Et ça, on n'avait jamais l'impression d'un travail technique. Je veux dire, il n'y avait pas de préparation, de mise en condition. Là, Belmondo, disons, l'entraînait beaucoup, oui. Dans les scènes difficiles, les scènes spectaculaires, il l'a provoqué. L'homme de Rio, elle est vraiment absolument incroyable, elle est absolument délicieuse dans l'homme de Rio, mais elle fait des trucs aussi... Parce qu'il y a quelque chose d'assez innocent chez les deux, dans leur exubérance quand même. Jean-Paul Belmondo, il fait des choses extravagantes et des fois on a l'impression qu'il se surprend lui-même, quoi, qu'il n'est pas, c'est pas quelque chose de réfléchi, de tenu, de tendu, c'est pas James Bond du tout, hein, c'est vraiment quelque chose de très fougueux et de très innocent en même temps. Et elle avait aussi ce côté des choses qui arrivent à l'instant où elle les fait, quoi, des choses vraiment où on se laisse emporter par l'humeur, l'ambiance, enfin quelque chose de très fantasque. C'est presque un peu comme un personnage de rêve, hein, d'une certaine façon. Je l'aimais bien, voilà. En rentrant à Paris du tournage de L'Homme de Rio, Françoise apprend par son agent que François Truffaut a un rôle pour elle. La peau douce, c'est un film, c'est un drame sur l'adultère en fait, et qui provient beaucoup de la vie personnelle de Truffaut, comme souvent. C'est-à-dire que c'est une époque où en fait il va quitter son épouse parce qu'il est tombé amoureux de Marie-France Pizier, qu'il a découverte sur L'amour à 20 ans, dans le sketch où on retrouvait Antoine Douanel. La peau douce, c'est parti d'une image que j'ai vue quelques années avant, que j'ai imaginée du moins, d'un couple dans un taxi. Alors je voyais ça, je me disais il est 7h30 du soir, ils doivent rentrer dîner, ils ne sont pas mariés, du moins ils sont mariés chacun de leur côté, peut-être avec des enfants, et c'est un baiser terriblement charnel dans ce taxi. Toute cette scène n'existe pas, n'est pas dans le film, mais c'est quand même parti d'une image, là, précise. D'une image et d'un son, parce que j'imaginais qu'on entendrait même le bruit des dents, pendant leur baiser, qu'on entendrait les dents qui s'entrechoqueraient. Quand François Truffaut et Françoise d'Orléac se rencontrent, c'est en mars 63 à Tel Aviv, parce que le Unifrance a organisé un festival pour promouvoir le cinéma français. Ils ont un a priori en fait l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire que lui pense que d'Orléac est insupportable et elle pense que Truffaut est un peu hautain. Donc finalement, via ce festival, ils apprennent à se connaître et finalement ils s'apprécient beaucoup. Ils se revoient à Paris, ils s'échangent des livres, enfin, et Truffaut va certainement voir des choses qu'on ne voyait pas forcément avant. C'est-à-dire qu'elle ne s'aimait pas, en fait, elle était très complexée par son physique, par sa personnalité, et on la voyait souvent parler très vite, courir dans tous les sens, et lui, il va lui dire non, on va ralentir tout ça. Oui, il voulait la ralentir, vraiment la calmer. Alors, je sais qu'elle connaissait François Truffaut, elle le connaissait vraiment, mais je pense que c'est surtout qu'il l'avait beaucoup observé. Parce que moi, j'ai retrouvé vraiment des choses d'elle extrêmement personnelles, dans sa façon de se tenir, dans sa façon de relever les cheveux, de se mettre... Et je crois qu'il y a vraiment un phénomène d'identification de la part des deux. Alors, pour ceux qui aiment Françoise d'Orléac, et ils sont nombreux, pour ceux qui l'admirent, La peau douce, c'est sa signature. C'est son film joyau, son film diamant. La raison en est, à mon avis, le regard que pose François Truffaut sur elle. C'est-à-dire que ce sont de longs travelling, presque comme des caresses. Il y a une extrême sensualité dans la façon de la filmer, de la mettre en scène, une extrême distance, une extrême pudeur. Et donc, elle est filmée finalement dans une intériorité, alors que c'était une actrice qui était plutôt dans l'exubérance. Autrement dit, il la modifie, de même qu'il a modifié Jeanne Moreau dans Jules et Jim. C'était un directeur d'acteurs exceptionnel. Et comme bien souvent, il tombait amoureux de son sujet, à savoir de son héroïne, eh bien, cela donnait à chaque fois une espèce de portrait de femme
particulier, quelle que soit l'héroïne. Et on voit bien qu'il la filme, il a ce regard. Il y a la vraie Françoise d'Orléac qui est là quand elle danse. Et puis toute la scène avec la séance photo, on a l'impression qu'il va, à l'intérieur du film même, prendre quelque chose d'elle-même, presque à son corps défendant, quoi. Je veux dire, c'est vraiment la vraie Françoise qu'on va voir dans le film, en fait. Attends, on va en faire encore une. Mais j'aime pas tellement les jambes comme ça. Pas croisées. Non, non, attends, je vais t'expliquer. Comme ça. Assez vite, quand la liaison débute entre le héros et Nicole, entre Lachenay et Nicole, il l'emmène dans une boîte de nuit. On peut supposer que c'est Castel, on ne sait pas trop. Boîte de nuit très années 60, parisienne. Et alors là, elle a l'art de porter la toilette, hein, comme très rares actrices l'ont. Et elle a une petite robe noire, échancrée, bras nus, une mini-robe noire en satin. Le film est en noir et blanc. Et elle va se lancer sur la piste et danser une espèce de mambo absolument déjanté. Complètement à la fois comme elle était, qui la représente très bien au sens où il est à la fois sophistiqué et sauvage. Et selon moi, ce mambo envoûtant, sensuel, très particulier, démode instantanément le mambo de « Et Dieu créa la femme ». Voilà, ça pour moi, c'est la scène clé, en tout cas la scène extrêmement nouvelle vague de ce film qui n'est pas nouvelle vague. Mais que pense-t-elle elle-même de l'accueil fait au film ? Je crois que les avis ont été très partagés. Moi, c'était la première fois que je voyais le film, alors j'étais très émue. Je ne me suis pas bien rendu compte autour de moi parce que j'étais trop émue. Quand François Truffaut présente La peau douce au Festival de Cannes, donc Truffaut a une longue histoire avec Cannes, il y a été en tant que critique, il a été banni à un moment donné, puis il a présenté Les 400 coups, qui a eu un prix, où ça l'a lancé vraiment. En fait, le film est très mal accueilli par la critique, il sera ensuite très mal accueilli par le public. C'est un film qui sera un échec commercial. La peau douce n'a pas été bien accueillie, ce qui est quand même étonnant quand on... Mais moi, j'en avais beaucoup souffert parce qu'il y avait quand même une proximité entre nous. Non, c'était vraiment difficile. Ce que j'ai lu dans la presse ce matin, je préfère déplaire aux gens à qui j'ai déplu et plaire aux autres. Pour moi, de toute façon, je trouve que c'est un film merveilleux et c'était merveilleux pour moi de tourner avec François Truffaut, merveilleux. Le paradoxe, c'est qu'à Cannes, en 64, il y a également la sœur de Françoise d'Orléac, Catherine Deneuve, qui est dans le film de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, qui lui va obtenir la Palme d'Or. Et donc, voilà, les deux sœurs sont, un dans l'échec, l'autre dans le grand succès. Je ne dirais pas que ça m'a gâché mon plaisir, mais disons quand même que ça a terni quand même un peu. Elle se décourageait, elle se désespérait, et Truffaut lui avait d'ailleurs écrit une lettre très, très, très jolie où il lui parlait d'elle et il lui disait qu'il fallait être patiente et attendre et qu'elle trouverait plutôt dans quelques années vraiment les rôles à sa mesure, disons, par rapport à son caractère et la personne qu'elle était, qu'il fallait encore patienter quelques années. Ce que dira Truffaut, c'est qu'il pense que grâce finalement à Cannes, beaucoup de gens du métier ont pu voir le film et c'est grâce à ça qu'elle a pu ensuite faire des films anglais ou américains parce que des gens de la profession, des réalisateurs étrangers l'avaient vu à cette occasion-là. C'était la période où tous les deux, Gérard Brage et moi, on était bien plongés dans le théâtre absurde, on aimait tout ça et on essayait de faire un film qui était dans cette optique. On était juste à quelques jours du commencement du tournage, on n'avait toujours pas d'actrice principale. Il fallait une fille un peu fofolle, un peu dingue. Et tout d'un coup, j'ai appris que Françoise était à Londres et j'ai décidé de lui parler, de la voir. Et ça s'est très bien passé, ce premier rendez-vous. Et c'est comme ça qu'elle était engagée. Il est très exigeant, oui, très exigeant. C'était quelqu'un de très précis, avec un esprit très curieux, comme ça, qui pouvait partir dans une direction très excessive. Et je trouve que ça se voit bien que c'est pas un film français.
Moi, j'avais pas de difficulté avec Françoise du tout. Non, la difficulté plutôt avec Lionel Stend. Et elle aussi avec Lionel. Il y avait une scène, surtout, dont je me souviens très bien, où il la fouette avec sa ceinture et on n'avait pas beaucoup de moyens, on tournait sur le vrai sol d'une terrasse du château, c'était donc des pierres. Il devait s'asseoir sur elle carrément en califournichon. En califourchon. Et il la battait pour de vrai, et elle se débattait, et elle hurlait. Il lui a fait vraiment mal, il a, je crois, touché une ou deux fois avec la boucle de la ceinture. Et comme elle s'agitait beaucoup, il s'est fait mal au genou. Et il se levait, il commençait à l'insulter. L'équipe a très mal pris tout ça, il l'a ressenti. Et il s'excusait, mais ça a beaucoup changé dans les rapports entre Lionel et le reste de l'équipe. On était déjà près de la fin du film, et comme on a beaucoup dépassé le plan de travail à cause du très mauvais temps, je cherchais les moyens à finir tout. Et surtout dans cette scène qui était très longue, où au départ on voit deux personnages. Françoise devait aller se baigner très loin. La plage était très plate et très étendue. I can't tell you. You're hiding things from me now? Well, I'm going to take a bath. Et à un moment, on devait la voir revenir. Elle devait sortir nue de l'eau. Quelqu'un de l'équipe est venu vers moi, m'a chuchoté. Françoise s'est évanouie. Alors, je lui ai répondu, mais faites quelque chose pour la dérevanouir. Et j'avais une seule chose en tête, c'est de finir la prise, qui était très très bonne, toujours la meilleure. Mais là, tout à l'heure, un peu plus tard, j'ai vu qu'ils étaient en train de la porter. Donc le tournage était fini. L'équipe, tout d'un coup, était très rebelle, comme si j'étais un bourreau en voyant. En fait, il faisait froid. Je peux vous dire simplement ce qu'elle m'a dit, qu'elle avait pensé qu'elle allait mourir de froid. Ça avait été terrible. Je crois qu'elle a vraiment eu un problème, même un problème réel de... Ça a été une scène très très difficile, mais elle ne m'a dit que ça. Après, quand j'ai vu le film, évidemment, j'ai compris, parce que c'était quand même, il faisait très froid, c'était une saison déjà très avancée. Mais je me souviens très bien de son chihuahua, parce que bon, c'est un horrible animal sans poils, vous savez, tout petit, qui râlait tout le temps et qui mordait. Et elle a amené dans son sac, malgré les règles très strictes en Angleterre, près de la fin du tournage, elle a dit qu'elle a besoin de voir le dentiste, son dentiste à Paris. Elle ne croyait pas en dentiste anglais. Elle avait peut-être raison. Donc on s'est débrouillé avec beaucoup de difficultés pour tourner 3 jours, je crois, sans elle. Elle est partie, elle devait revenir au plus vite. Et c'est là où on a appris qu'elle a pris son chihuahua avec elle. C'était donc un peu risqué, en fait. Le douanier, mettant la main dans son grand sac, s'est fait mordre par le chihuahua
Et c'était la fin pratiquement du film. Naturellement, les 6 mois de quarantaine, 6 mois, en tout cas, c'était une catastrophe. Et heureusement qu'on avait Gene Gutowski, le producteur, qui était à Londres à ce moment-là. Il s'est rendu tout de suite à l'aéroport. Je ne sais pas quel genre de négociations, quel genre de connaissances avait-il pour se débrouiller et de renvoyer le chien avec je ne sais pas qui à Paris. Il y a une grande différence entre Catherine et Françoise. Catherine est bien droite dans ses bottes. Françoise, beaucoup plus erratique, un peu fofolle. Françoise était assez enfantine dans certaines choses. Son rapport avec les animaux, les poules, les coqs, vous savez, elle s'est vengée sur les coqs qui sautaient les poules. Elle les traitait, elle courait après avec le balai, parce que le coq aussi, il pique la nuque de la poule. Elle était déjà féministe en ce qui concerne les poules, vous voyez. J'aimerais beaucoup qu'il ait une prédilection pour les Sœurs d'Orléans, parce que comme ça, il continuerait à tourner avec elle, et comme c'est un merveilleux metteur en scène. C'est un très grand metteur en scène, je crois. Et ce serait merveilleux de continuer à tourner avec lui. Que pensez-vous de lui comme metteur en scène dans le travail? Est-ce qu'il est très dur? On dit qu'il est très dur. Très dur, très difficile. Je crois que c'est une des personnes les plus difficiles avec lesquelles j'ai travaillé. Mais le résultat est tellement formidable que ça en vaut la peine. Ça en vaut toujours la peine pour un bon résultat. Elle n'est pas matérielle, elle n'est pas matérialiste, elle n'est pas concrète du tout. Oui, elle cherche en permanence, principalement, c'est un cliché, mais l'homme de sa vie. Il y a eu plusieurs hommes dans sa vie. Elle a eu plusieurs hommes dans sa vie. Car elle n'était pas heureuse, elle n'était pas, disons, pleinement satisfaite de quoi que ce soit, au plan de sa vie privée, de sa vie amoureuse et sentimentale, qui est évidemment un rebondissement fréquent, un chapitre qu'on tourne et qu'on écrit très vite. Hein. Elle est romantique, elle veut aimer et être aimée, et comme elle ne l'est pas, ou qu'elle ne l'est plus, ou qu'elle aimerait l'être, ou que... ça va pas. Oui, c'est une insatisfaction sur le plan psychologique, sentimental, qui était... Oui, d'ailleurs, c'était une grande amoureuse aussi. Hein. Quand elle allait en province, qu'elle allait tourner, qu'elle voyageait, elle emmenait toujours toutes ses affaires, parce que si jamais elle rencontrait l'homme de sa vie, pour pouvoir partir immédiatement avec lui. C'est magnifique, ce rôle. Elle partait en voyage avec une quantité de choses, comme si, je ne sais pas, comme si elle allait se retrouver... bloquée quelque part et qu'il fallait parer à tout, donc elle pouvait emporter une valise entière avec que des produits de soins, de maquillage et de talc, parce qu'elle se talquait entièrement le corps. Ça, c'était une espèce d'obsession. Elle pouvait passer des heures à se maquiller le matin avant de sortir. Personne ne l'a vue pratiquement sans maquillage. Elle faisait d'abord cette ligne-là, et après elle faisait la paupière, ou dans l'autre sens, mais en tout cas, ici, elle s'est croisée. C'est aussi un déguisement. Le maquillage vous permet de ne pas montrer votre vrai visage. Moi, le visage que je connais d'elle, d'abord quand on a tourné, puis ensuite dans la vie, moi je l'ai vue dans la vie, non pas vraiment maquillée. Hein. C'était une petite fille émouvante. C'était plus du tout une femme. C'était quelqu'un qui aimait les choses un peu excessives. Elle se faisait des maquillages, des yeux incroyables, comme Elizabeth Taylor dans Cléopâtre. Enfin, c'était assez étonnant. Et elle était plus belle que jolie, je dirais, ma sœur. Elle était vraiment belle, parce que quand je revois des photos d'elle ou quand je la vois dans les films, enfin surtout quand je vois les photos, elle était vraiment belle. Oui. Lorsque Unifrance m'a demandé de faire un court-métrage sur les jeunes actrices françaises en développement, elle avait déjà fait, je crois, La peau douce. Catherine Deneuve avait déjà fait plusieurs films. Enfin bref, j'ai réuni ces 4 femmes, Dubois, d'Orléac et d'Arc. Et pour faire le court-métrage, je les ai longuement vues. Comment elles vivaient, pour parler avec elles, m'entretenir avec elles. Et c'est là que j'ai vraiment fait ma vraie rencontre avec Françoise. On s'est vus, je crois, une fois chez elle, une fois dans un bistrot, une fois
sur un plateau de télé où je préparais autre chose. Bon, il y a eu... Et je lui ai très vite proposé de faire, comme je demandais aux autres actrices, ce qu'elles voulaient. Françoise d'Orléac. On était cinglés d'elle, hein, Willy et moi. Curant aussi, l'opérateur, il avait sa caméra, il était tourné autour d'elle. On a fait un boulot, oui, très nouvelle vague, très libre. La caméra l'aimait. Ça, c'est très subtil et mystérieux. Mais son visage, ses yeux, son ovale, sa cinégénie correspondaient parfaitement à ce que cherchaient les chefs opérateurs ou les metteurs en scène. Il faut aussi se souvenir, quand même, derrière tout ça, de l'incroyable fougue, la flamme qui l'anime lorsqu'elle se met sur une piste de danse. C'est incroyable. Donc ça veut dire quoi? Là encore, c'est... Je fais exulter mon corps et je me débarrasse de tout. Et je suis ailleurs. Parce que vous allez, quand vous dansez comme ça, vous êtes en possession d'autre chose, d'un mouvement, d'une envie de fuite. Et c'est vrai que le soir, quand on sortait ensemble, parce qu'on est sortis quand même assez jeunes, du fait qu'on était deux, ma mère était moins inquiète, elle pouvait, elle, rester des nuits entières à danser pieds nus. Alors elle ne buvait pas de goutte d'alcool, elle ne fumait pas, mais elle dansait, elle pouvait rester des heures à danser, mais c'était absolument incroyable. On a fait ensemble ce numéro, cette bobine de danse totale, qui est son exubérance, sa joie de vivre, sa joie d'être, et sa joie de sortir d'elle-même. Et en même temps, je me suis dit, ça ne suffit pas, hein, puisque j'avais peu de temps, c'est un court-métrage qui dure 15 minutes, pour la définir, il me faut autre chose. Donc j'ai simplement demandé de pénétrer dans un bistrot, de s'asseoir à une table, et d'être qui elle était. Elle pouvait plonger dans un état de, non pas de tristesse ni de nostalgie, mais mélancolie. Beaucoup de choses. J'ai mis des longs métrages en scène avec des grandes stars, avec des Belmondo, des Montand, Depardieu et autres. Eh bien, malgré tout, ces 5-6 minutes, ou 7 ou 8, je ne sais plus, dans ce court-métrage, demeure quelque chose de très fort. Encore aujourd'hui, on parle d'elle. C'est parce que c'est inachevé. C'est comme en musique. Hein, le morceau inachevé de Schumann ou de Schubert, ou de qui vous voulez, devient avec le recul particulier. Enfin, je crois que c'est surtout sa modernité qui fait qu'aujourd'hui encore, moi je rencontre des gens qui me disent « Ah, votre sœur Françoise d'Orléac », et je comprends très bien. Elle aimait bien les choses, enfin elle était très attirée par les choses extrêmes, les choses qui étaient un petit peu hors normes. Autant moi je voulais être dans les choses, disons, normales, pas être trop remarquée, faire les choses qui sont mais pas être trop remarquée. Autant elle pouvait vraiment jaillir comme ça, surgir, s'habiller même dans des tenues souvent extravagantes, des robes décolletées jusqu'au bas du dos. Enfin, c'était très étonnant ce paradoxe entre ses complexes et sa façon de s'exposer. Quand Jacques Demy, on a commencé à faire des films musicaux ensemble, je lui ai dit, écoute, il y a 2 sœurs formidables pour lesquelles j'ai fait une musique sur un film il y a 2-3 ans.
Et je dis, va les rencontrer parce qu'ils sont magnifiques, quoi. Jacques avait choisi un chorégraphe londonien. Donc on est allé un peu à Londres avec le chorégraphe qui s'appelait Norman Maine. Et il travaillait dans un studio à Londres avec les deux sœurs pour leur montrer les pas, des choses. Suffisamment simple parce que ce n'étaient pas des danseuses professionnelles, l'une et l'autre. Moi, je dirais que c'est le film majeur de Françoise et de Catherine. Catherine a probablement un petit peu de mal avec ce film parce que ça doit être très douloureux pour elle de revoir sa sœur et de se rappeler de cette époque où elles étaient tellement proches et tellement heureuses de tourner ensemble. Et je pense qu'il y avait vraiment de la belle amitié entre elles. Elle était contente d'être avec sa sœur tout le temps. Parce que ça a quand même duré 2 mois, le tournage. Et alors, elle était toujours joyeuse, toujours en train de faire des farces. Toujours à rire, toujours à... On sent qu'elle a donné à Catherine le rôle de la danseuse alors qu'elle n'avait jamais fait de cours de danse, et que Françoise, oui. Et il a donné le rôle de chanteuse à Françoise alors que c'était plutôt Catherine qui voulait chanter. Enfin, c'était... Mais dans tout ça, il y a, j'allais dire, l'art français. Elles ont toutes les deux incarné la beauté des femmes françaises. Comme dans une grande tradition qui remonte à Madeleine Sologne, à Michel Morgan, voilà, à toutes ces actrices qui incarnaient l'élégance française, la beauté française. C'est que dans ce genre de film, quand j'écris la musique des Parapluies de Cherbourg, de Demoiselle de Rochefort ou de Podane, je m'arrange pour que, ou Yentl, ou les musicaux sur lesquels j'ai travaillé, pour que la musique soit de tout temps. Elle n'a pas d'époque. On a l'impression qu'on connaît ces mélodies-là depuis 3 siècles, et qu'on les connaîtra peut-être encore pour 3 siècles, ils sont hors du temps. Moi, je suis un homme hors du temps. Et tout ce que j'écris est hors du temps. Et c'est la raison pour laquelle je crois que les choses dures restent. Vous savez, une musique, quand on dit qu'elle est très belle ou qu'elle est belle, ça veut dire qu'elle dégage beaucoup d'émotions. Et quand une musique déclare beaucoup d'émotions, les émotions, c'est quelque chose d'éternel. Ça ne s'éclipse jamais. Le film a été très bien reçu. On l'a présenté plusieurs fois ensemble. Moi, je suis vraiment, au-delà du film, je suis très heureuse d'avoir pu faire ce film-là avec elle parce que finalement, quand on était actrice, on se voyait, on était sœurs, on était proches. Et donc, ce film-là nous a beaucoup rapprochés et beaucoup... et pour moi, c'est vraiment très, très important d'avoir pu faire ce film-là avec elle, oui. Ouais, vraiment. Les 2 fameuses sœurs jumelles nées sous le signe du Gémeaux, c'est pas du tout des sœurs jumelles, en réalité. Elles sont radicalement différentes, je crois. C'est ce qui fait leur particularité. Et oui, elle est proche de Catherine, mais elle est complètement son contraire. Mais ça, c'est ce qui arrive dans toute fratrie. Hein. Une rivalité, non. Une gémellité, oui. Les Demoiselles de Rochefort, ce sont des jumelles. Elles vont tourner toutes les deux, et c'est très intéressant, avec les mêmes metteurs en scène, au fond. On trouve Truffaut et on trouve Polanski, ce qui est quand même le cœur battant du cinéma génial de cette époque-là.
souvent les mêmes rôles. Et ce qui est très amusant, c'est que c'est la cadette Catherine qui se laisse entraîner dans le sillon de cette tornade si énergique, si solaire qu'est Françoise d'Orléac. Non, mais c'est certain que je pense des fois que si ma sœur, voilà, il y a des films peut-être que moi j'aurais pas fait si elle était là. Et je pense la même chose parfois aussi de Romy Schneider. À des films, je me dis que je suis pas sûre que c'est des films qu'on m'aurait proposés si Romy Schneider était là. Donc j'ai un peu cette, disons que c'est quelque chose auquel je pense de temps en temps. Je pense qu'à partir du moment où elle a fait du cinéma, le cinéma pour elle c'était ça aussi, c'était de tourner des films en langue anglaise. Elle a eu des grands partenaires. Elle n'était pas typiquement le genre d'actrice qu'on voit dans ces rôles-là, dans le cinéma, dans ce genre de cinéma. La carrière internationale de Françoise d'Orléac, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que les Françaises, en règle générale, ne parlent pas assez bien anglais pour être demandées en Amérique, en Angleterre, etc. Elle va tourner avec David Niven, avec Omar Sharif. Elle va donc accéder à quelque chose d'assez exceptionnel. Elle le vit très bien. Elle aime s'envoler et partir tourner à l'étranger. C'est flatteur de travailler avec David Niven et Omar Sharif, qui sont des stars internationales. Sauf que là, c'est pas de chance, c'est que les films sont pas excellents. Mais ça donne un petit peu le ton, ça donne la mesure de cette fille. Cette fille est exceptionnelle. Elle arrive à la vingtaine à décrocher des rôles outre-Atlantique, ce que les Françaises ne réussissent pas forcément à faire. C'est dans des conditions atroces que Françoise d'Orléac a trouvé la mort hier au soir. Il était 18h30, sur l'autoroute Estérel-Côte d'Azur, à proximité de l'aéroport de Nice, où elle devait prendre l'avion à destination de Paris. La voiture de Françoise d'Orléac s'est écrasée contre un pylône de signalisation de l'autoroute et a pris feu immédiatement. Le seul témoin du drame, M. Giuliano, qui s'était précipité au secours de la comédienne, ne put rien faire, le feu faisant rage et les portières de la voiture étant complètement bloquées par le choc. Le hasard a fait que le jour de sa disparition, nous étions ensemble à Saint-Tropez, côte à côte. Nous avons déjeuné ensemble à Tahiti, à la plage de Tahiti. Nous étions évidemment très entourés. On ne se rendait pas très bien compte, vous savez, à l'époque. Hein. Il y avait des nuages de garçons autour de nous. Et elle avait une façon très cavalière de les traiter, que j'admirais beaucoup, que je trouvais... Moi, j'étais plus fragile qu'elle de ce point de vue, et je l'admirais beaucoup pour ça. Et puis tout d'un coup, elle a regardé sa montre, elle a dit « Oh là là, j'ai un avion !» Et elle s'est précipitée dans sa voiture et elle est partie. Quand j'ai appris le drame, je ne sais pas comment vous dire, j'avais l'impression que ça avait commencé là, sur cette plage. Que c'est là que déjà, elle était partie de travers. Que quelque chose n'était pas juste, qu'elle n'aurait pas dû partir, j'aurais dû la retenir, je ne sais pas, j'aurais dû... Je me souviens, c'était un énorme choc pour tout le monde. Hein. Tout le monde. C'est terrible, ça vraiment, c'est une... Quelle horreur, quelle tragédie, Comment moi, quand ça aurait été une star à coup certain. Mon dernier souvenir d'elle, c'est quand nous l'avons tous enterrée, tous et toutes, tous les gens dont je viens de vous parler, c'est-à-dire tous les acteurs, actrices, Brialy et autres, qui étaient là. Je ne sais plus où c'était, dans un cimetière qui n'était pas à Paris, un peu plus loin. Et j'ai le souvenir d'une allée, une grande allée, où on marchait tous ensemble en sortant de la cérémonie, avec la sensation commune et collective que cette génération-là venait de perdre un être particulièrement important. Elle a vécu très intensément, elle a eu vraiment des amoureux, elle a été souvent très amoureuse, d'une façon très excessive. Et quand elle est morte, il y a un homme qui a envoyé pendant des années, on ne savait pas qui c'était, des fleurs, le jour de l'anniversaire de sa mort, pendant plus de 30 ans. Et puis un jour, il y a eu parce qu'on voulait savoir qui c'était, on savait que c'était pas français, que ça venait pas de France. Et un jour, moi je me doutais que c'était un amoureux qu'elle avait eu, un Brésilien, pendant
son tournage de L'homme de Rio. Et puis un jour, ça s'est arrêté et j'ai compris que cet homme, sans doute, n'était plus là. Mais ça m'avait toujours beaucoup... parce que ça correspondait à l'intensité des rapports qu'elle avait avec les gens aussi. Mais vous voyez quelqu'un qui envoie des fleurs tous les ans pendant 30 ans quand même. C'est quand même quelque chose d'assez... c'est un côté comme ça un peu littéraire. On se dit que c'est vraiment une image de... Mais non, c'était la réalité. Les gens qui l'ont connu et bien connu l'adoraient.